Alors rebonjour, on est de retour après cette interruption suite à l'intervention et au débrief avec Eric Andrieux. Et pendant ce temps-là, il y a Dylan qui nous a rejoint, Dylan Boutifla. Tu es secrétaire national à l'international du Parti Socialiste. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots ? Merci déjà de votre invitation. Je suis ravi de retrouver les militants d'Alternative éco-socialiste parce que je pense que c'est important qu'on ait avenir éco-socialiste pour justement pouvoir échanger avec eux sur notre vision du socialisme tel qu'on doit le faire vivre. Et je suis Dylan Boutifla, donc j'ai le plaisir d'être militant du Parti Socialiste depuis 1994. À la même période d'ailleurs, j'étais militant des MJS, puisqu'en fait c'est mon premier engagement, mon engagement principal, je dirais, dans les années 90. Et puis j'étais aussi à la fac un militant de l'UNEF, du syndicat étudiant, parce que j'ai exercé des responsabilités dans ce syndicat dans mon université à Orléans, parce que je suis venu en voisin de la région Centre-Val de Loire. Voilà, et donc je suis engagé sur les combats internationalistes depuis autant de temps, c'est-à-dire depuis un quart de siècle, puisque j'ai toujours pensé que en fait, mon engagement était finalement une forme de traduction de ce que doit être le socialisme à mes yeux, c'est-à-dire un combat qui porte un certain nombre de principes, de valeurs, et je pense que l'internationalisme en est un, avec le féminisme, avec l'engagement européen, avec l'engagement pour la justice sociale. Voilà, donc je voulais pouvoir m'engager sur ces questions-là, et j'ai d'abord été secrétaire international des jeunes socialistes dans les années 99, 2000, 2001. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs c'était drôle, puisque jeudi soir à Blois, j'ai retrouvé François Hollande pour un débat sur sa politique diplomatique, son action diplomatique, et il se trouve que lorsque j'ai été secrétaire international du MJS, c'est lui qui était le premier secrétaire du parti. Et donc on a eu l'occasion de faire pas mal de déplacements ensemble, notamment lors de congrès du PSE, de congrès de l'IS. On avait accueilli le congrès de l'IS en 99 à Paris avec des personnalités comme Nelson Mandela, Shimon Peres, enfin voilà, donc des grands leaders. Et moi, c'était l'occasion de me rappeler que finalement, notre combat internationaliste, c'est un combat qui a structuré mon engagement. J'ai toujours pensé qu'il fallait avoir une conscience du monde et de la responsabilité des socialistes pour transformer la vie des gens, et pas seulement à proximité de chez nous, pas seulement dans notre pays, mais à l'échelle globale. Et Jaurès était profondément notre premier internationaliste dans la famille qui est la nôtre, quoi. Donc c'était important de m'inscrire dans ces pas-là et de pouvoir voir dans quelle mesure on pouvait traduire ces combats-là au quotidien, quoi. Tu me fais une belle transition pour la question suivante, parce que la première question de notre entretien, quelque chose d'un peu global, pour toi, c'est quoi le socialisme au XXIe siècle ? Moi, je suis persuadé qu'on a, je le disais, une responsabilité historique pour transformer la vie des citoyens, de nos compatriotes ici en France, mais aussi de l'ensemble des citoyens du monde, et que finalement, les socialistes ont toujours eu à cœur de traduire les colères, traduire les insatisfactions, traduire les exigences dans la vie quotidienne de nos concitoyens, par des actes de transformation sociale, par des actes de transformation politique, de transformation profonde du pays, pas seulement d'ailleurs sur des questions de société, d'apporter des nouveaux droits, mais aussi d'être capable de transformer l'économie, de transformer notre manière de vivre ensemble. Et j'ai toujours pensé que les socialistes, au XXIe siècle comme au XXe, avaient cette responsabilité de s'attaquer aux injustices, aux inégalités, par les outils dont disposent les acteurs politiques, donc à savoir les institutions, mais aussi les syndicats, les associations, l'ensemble des pouvoirs, des contre-pouvoirs qui doivent pouvoir dialoguer, pouvoir transformer donc les aspirations, les colères, s'il le faut. On en parlait ce matin dans la table ronde que j'ai animée au campus du PS sur les colères au niveau mondial, au niveau international. Je pense qu'on a une responsabilité pour vraiment faire qu'au XXIe siècle, nos concitoyens, nos compatriotes vivent mieux, vivent dans un environnement qui soit plus respectueux d'un certain nombre de règles, de principes, et notamment que toutes les actions qu'on peut mener dans la vie publique, dans la vie politique, ont un impact sur l'humain, sur le vivant, sur les femmes et les hommes, mais aussi sur la nature et sur la planète dans laquelle on vit. Donc il faut être capable d'avoir cette conscience du monde. Moi, c'est vraiment ça que je retiens. Le socialisme du XXIe siècle, pour moi, c'est un socialisme qui
transforme la vie des gens, améliore leur quotidien et prend conscience aussi que notre action de tous les jours, elle a un impact sur notre planète qu'on va laisser à d'autres après. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse, et sur ce je te propose qu'on passe à notre deuxième séquence, le blind test socialiste ou pas socialiste. On t'a pris des citations de différentes personnes publiques et tu vas devoir nous dire si c'est des socialistes ou non. Donc on va avoir la première normalement qui va apparaître. Un peu d'internationalisme éloigne la patrie, beaucoup y ramènent. Je pense que c'est un socialiste et je pense que c'est Jaurès. Non. Et oui. Et si, impressionnant. Parce que tu nous as même pas dit socialiste ou pas socialiste, tu nous as directement trouvé l'auteur. Là, tu es sur un level encore plus élevé que ce qu'on attend. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque du coup, cette citation ? En fait, je pense que le message que Jaurès nous a transmis et qu'on essaie de faire vivre, c'est qu'on ne peut pas être finalement dans une approche de notre engagement politique uniquement fondée sur les passions, le ressenti, les sentiments qu'on peut ressentir comme femme ou comme homme. Je pense que ça renvoie à notre responsabilité à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un environnement qui est déterminé par les nations, par le rapport au patriotisme, mais vraiment, encore une fois, ça renvoie à ce que je disais juste avant, sur la conscience du monde, sur la responsabilité collective et sur le fait qu'on ne trouvera des solutions efficaces qu'à cette échelle-là. Et donc de ne pas renvoyer chacun à son identité, à ses particularismes, mais plutôt à comment il s'inscrit dans un collectif, dans une société, et donc dans une globalité, donc à l'échelle du monde. On va voir la deuxième. Quand la France rencontre une grande idée, elles font semblant le tour du monde. Elles font ensemble le tour du monde, pardon. Je pense que c'est quelqu'un de droite qui a dit ça, et j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas Chirac ou De Gaulle. Enfin, non, je sais pas. C'est Mitterrand. Bah, peut-être parce que Mitterrand s'inscrivait dans la continuité de Gaulle, mais parce que je pense que en fait Mitterrand, oui, c'est l'affirmation de l'universalité du message républicain en fait, je pense quelque part. Donc je pense que c'est pas étonnant qu'il ait pu le dire. Je pense que c'est un leader, un président qui avait une grande idée de la France, au sens de la France des Lumières, des valeurs qu'elle véhicule. Mais je pense qu'un président, un grand président de droite, De Gaulle, aurait pu le dire aussi. Parce que je pense que quelque part, dans la responsabilité politique, ils ont sans doute dépassé un peu leur famille politique. Ils ont voulu être un peu le président de tous les Français. C'est peut-être comme ça que je l'expliquerai. Voilà. Et le tour du monde, parce que je pense que en fait, ce que Mitterrand a essayé de faire avec sa génération, c'est de porter des principes, des valeurs universelles, encore une fois, qui s'appliquent à l'échelle du monde. Il nous en reste une. Est-ce que tu vas finir dans le positif ou dans le négatif ? Ah, je la connais tellement. La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir prendre fidèlement sa part. Ça tombe bien qu'on prenne cette citation de Michel Rocard, parce que je voulais pouvoir parler de cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours étranger quelque part. Et je pense qu'on a une responsabilité, là encore, je parle beaucoup de responsabilité, pour donner du sens aux mots qu'on utilise. Moi, je m'appelle Dylan Boutifla, je suis nourri et éduqué de plein de cultures. Et je pense qu'on est tous pétris de ça. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est important qu'on mesure que le débat qui renvoie à la nation, à l'appartenance, qui enferme plutôt qu'elle ouvre et qu'elle donne une perspective d'appartenance à une globalité, elle doit aussi entendre le fait que les immigrations aujourd'hui, telles qu'elles sont pensées, sont une opportunité, une chance incroyable pour nos sociétés. Et moi, je milite vraiment pour un droit à la mobilité internationale, un des sujets sur lesquels je pense qu'il faut que les socialistes avancent et affirment dans le débat public que les migrations sont une chance pour nos pays. Je pense que ça doit être sur ces sujets-là qu'il faut qu'on soit
avant-gardiste, novateur, et qu'on affirme, oui, on est pour un droit à la mobilité, on est pour faciliter les circulations, on est pour renforcer les protections et faire que les gens vivent mieux, pour éviter les migrations, et notamment les migrations économiques, ceux qui fuient la guerre, qui fuient la famine, il faut peut-être se poser la question, pourquoi ces gens sont condamnés à partir? Parce qu'ils vivent mal, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en danger, et c'est ça notre responsabilité. Moi, de la même manière, je trouve que c'est dommage qu'on oppose les réfugiés aux migrants économiques. Il faut qu'on ait une vision de la mobilité, d'un droit à la mobilité internationale, et que c'est une responsabilité au XXIe siècle des socialistes. Très bien, bon, merci, on va clôturer cette séquence blind test. Bon, tu finis dans le positif du coup, hein. Tu as deux bonnes réponses, une mauvaise réponse. Et du coup, tu as déjà commencé à y répondre, mais on va passer à ta question clé. En tant qu'intervenant et secrétaire national à l'international, pourquoi être internationaliste? Profondément, les socialistes ont ce rapport au monde, bien avant d'ailleurs ceux qui aujourd'hui l'ont au XXIe siècle mis en avant, c'est-à-dire les écologistes. Et la globalité, la responsabilité planétaire, la responsabilité de l'impact de nos actes sur le vivant et sur la planète. Dès le XIXe siècle, dès les premières pensées socialistes, je pense qu'il y a cette volonté d'inscrire les citoyens dans cette vision, dans cette globalité. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les socialistes sont capables de se renouveler, de se régénérer en étant capables de porter ces deux cultures politiques. Le fait d'être éco-socialiste, moi je suis persuadé, c'est un message d'avenir pour la jeunesse et c'est un message d'avenir pour les socialistes. Pourquoi? Parce que je n'oppose pas les deux. Je pense que les deux responsabilités vont de pair. Il faut avoir la vision de l'humain, mais il faut avoir aussi en retour la vision que l'homme peut avoir et son impact peut avoir sur les autres parties du vivant. Et je pense que c'est aujourd'hui, dans le bouquin par exemple, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, de Paul Magnette, je pense que c'est un des enjeux sur lesquels moi je veux pouvoir traduire ça concrètement par des propositions qu'on peut porter dans le débat public, mais aussi lors des campagnes électorales. Je suis absolument persuadé qu'au XXIe siècle, cette vision-là, c'est celle qui emportera l'adhésion du plus grand nombre. Et que c'est la réponse à tous les défis, à la fois les défis climatiques, les défis d'inégalité dont je parlais, les violences, les replis identitaires et la menace fasciste, la menace d'extrême droite, parce que je suis persuadé en fait que ce sont finalement ces deux histoires politiques qui aujourd'hui ont la responsabilité de porter un message ensemble pour justement affronter les défis, quoi. Je suis vraiment convaincu de ça. Et donc du coup, toujours dans la même veine, si jamais tu as une baguette magique, tu peux faire ce que tu veux, tu es président de la République, tu peux faire la mesure que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Je pense que ce qui ferait du bien à beaucoup de à la fois en France, parce que la question serait posée au président de la République, et aux citoyens du monde, c'est d'avoir une forme de message très fort sur... à travail égal, salaire égal, et qu'on ait finalement une mesure qui s'applique pas seulement d'ailleurs en France, mais à l'échelle peut-être européenne, d'un salaire minimum européen. Je ne sais pas, moi je pense que dans la campagne des européennes, ça pourrait être une question qu'on pourrait porter à 1 500 € par exemple, minimum. Je pense que ça peut être un sujet qui permette de dire, on va se donner cette perspective. Nos concitoyens, ils ont besoin d'un horizon, d'un espoir de vie meilleure. C'est ça en fait le bouquin de Paul, c'est ça, c'est d'expliquer la vie large, c'est renvoyer au message de Jaurès sur il faut que les gens vivent mieux, vivent bien, vivent heureux, vivent les jours heureux. Et donc quelque part, je pense que c'est un sujet, une proposition concrète, 1 500 € tout de suite, maintenant pour tout le monde. Ça peut être, là je pense, le premier acte que je poserai. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi là-dessus que la campagne présidentielle a fini par se faire un peu sur ce débat-là, mais pas suffisamment. Et on voit bien depuis la campagne présidentielle de 2022, dans le débat autour des retraites, et moi j'aimerais bien qu'on vienne sur cette question de la rémunération, de la production de richesses, de comment est-ce qu'on répartit les richesses, on se pose la question du capital à vie. Comment est-ce qu'on crée les conditions d'une rémunération décente? Parce que des femmes et des hommes sont surpayés, et donc baissons leur salaire, et imaginons une amélioration de la majorité des autres qui sont mal payés pour des boulots qui sont beaucoup plus ingrats. Et je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là.
Donc 1 500 € pour tous, comme salaire minimum au niveau européen, parce que c'est la prochaine échéance, le 9 juin 2024. Il va falloir nous le mettre sur papier maintenant parce qu'on passe à la séquence dessiner le socialisme. Donc je te laisse faire ton petit dessin sur notre fresque commune qui représente pour toi le socialisme au XXIe siècle. Je vais la dessiner d'abord, parce que ça va pas être évident, parce que j'avais une photo en tête. Donc vous ne m'en voudrez pas, je vais massacrer ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors c'est pas l'Assemblée nationale. On va dire que c'est un palais présidentiel d'une personnalité à laquelle je voudrais rendre hommage, parce qu'en fait c'est un de mes inspirateurs politiques, c'est Salvador Allende. Donc on va dire que c'est une écharpe tricolore, c'est raté mais c'est pas grave. Et là il y a l'idée d'une bombe qui tombe sur le palais. Pardon, je suis en train de massacrer le socialisme. Sur le palais de la Moneda, le 11 septembre 1973. Pourquoi j'ai pensé à cette image plutôt qu'à un dessin, même si je dois l'inscrire dans ce cadre-là? Parce qu'en fait, je pense que l'un des premiers combats des socialistes, c'est pas d'être des pacifistes béats, mais c'est de chercher par tous les moyens d'éviter la guerre et la confrontation. Et quelque part, je pense à Salvador Allende, qui a été le premier président socialiste élu au monde, qui a été attaqué en fait par les militaires qui, pour un certain nombre d'analyses et de recherches, notamment d'historiens, montrent que c'était aussi une partie des intérêts économiques puissants, et notamment soutenus par les États-Unis, qui avaient intérêt à renverser Salvador Allende, parce que le programme de l'unité populaire qui l'avait conduit à exercer les fonctions de président de la République au Chili, et le fait que Pinochet, le général Pinochet, engage un coup d'État contre lui, et qui aboutisse à ce que Allende, attaqué dans le palais de la Moneda, finisse par se suicider, c'est parce qu'en fait ce programme de l'unité populaire, il a beaucoup de résonance avec ce qu'on a évoqué juste avant, notamment sur le niveau de rémunération, sur les conditions de vie décentes, sur la rémunération décente d'un travail décent. Et je pense que profondément, moi je m'inscris dans cette histoire-là, dans l'histoire de Jaurès, de Mitterrand, de Rocard d'une certaine manière, même si je n'étais pas d'accord avec cette phrase, parce que je pense qu'elle a été aussi mal comprise sur l'immigration. Mais vraiment, Pinochet en 1973, quand il est attaqué, c'est ça qui est attaqué, c'est ce qu'il représente, c'est le programme de l'unité populaire. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder la symbolique au-delà de l'unité populaire, du non-unité populaire, qui ressemble beaucoup à l'union populaire, on a pu, je pense que ceux qui ont pensé au terme Union populaire, Jean-Luc et camarades des LFI, je pense qu'ils avaient aussi en tête cette histoire-là. Je pense qu'on peut aussi reconnaître à Jean-Luc pas mal de qualités, et notamment cette qualité de la référence historique. Je pense que ça renvoie à ça, c'est-à-dire qu'au-delà du nom et de la dynamique politique, il y a aussi le message de transformation profonde du pays en tenant compte des aspirations fortes de nos concitoyens. Et moi, je ne peux pas ne pas penser en fait à cette attaque, parce que je pense que ce qui nous pend au nez, c'est cette forme de passage en force, de violence. Quand le président Bazoum, il est retenu à Niamey par sa propre garde présidentielle, quand on voit la politique remarquable qui a été menée par le parti nigérien de la démocratie socialiste, dont il était le représentant élu démocratiquement, je suis persuadé que c'est ça qu'on attaque aussi. C'est cette forme finalement de combat des socialistes pour améliorer la vie de nos concitoyens. Au Niger, il y a plus de la moitié en 10 ans des filles qui sont allées à l'école grâce à cette politique menée par Bazoum, que les inégalités ont été fortement réduites, que l'ensemble des richesses nationales ont pu profiter de nouveau aux populations. Voilà ce que je voulais dire. Et en dessinant en fait ce palais de la Moneda bombardé par le coup d'État des militaires, je veux simplement nous alerter, ça peut arriver partout. Et il y en a qui passent par la force et d'autres qui s'imposent par les voies. Et on se rappelle tous comment certains fascistes sont arrivés au pouvoir. Donc je veux qu'on ait cette alerte en tête. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas devoir non seulement prendre le maquis ou fuir mon pays, je ne veux pas avoir à me battre jusqu'à la mort pour défendre ça. Je veux qu'on puisse le faire par le dialogue politique, par la démocratie sociale. Vraiment, j'y crois profondément. Et donc, par une forme aussi de politique éco-socialiste qui réponde aux aspirations de nos concitoyens. Pardon d'avoir été long. Non, ça fait une belle conclusion pour cette séquence sur l'internationalisme.
Tu nous as dit en introduction que tu étais adhérent au Parti Socialiste depuis les années 90 environ. Ouais, ça fait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur les journées d'été, ce qui a pu t'arriver d'assez sympa pendant les journées d'été et les campus? J'en ai plusieurs. Puisque la première université d'été du Parti Socialiste que j'ai vécue, c'était de mémoire en 1995 à La Rochelle. Je me souviens, allez, 2 anecdotes, je vais aller vite. La première, c'est qu'en fait, en 95, le maire de La Rochelle, qui est un maire radical, Michel Crépeau, une personnalité très attachante qui faisait énormément de choses et qui a transformé sa vie. Michel Crépeau, il avait pris un arrêté mendicité, un arrêté municipal pour interdire aux SDF de circuler, de stationner dans la ville. Et en fait, nous, les jeunes socialistes, on lui avait jeté des pièces lors de la réunion, lors de l'ouverture de l'université d'été, pour montrer que voilà, on ne voulait pas de la mendicité, la manière dont il l'a traité, mais plutôt en s'attaquant aux causes profondes du fait que des femmes et des hommes se retrouvent à la rue. Et puis, dernière anecdote que je pouvais partager avec vous, c'est une discussion que j'ai eue sur un petit bateau qui faisait la navette entre le centre-ville et le lieu d'université d'été, avec une femme qui s'appelle Ségolène Royal. Cette anecdote, je la raconte très librement, je pense que Ségolène ne m'en voudra pas de la raconter. En fait, c'était dans la période où elle était potentiellement candidate à la présidentielle, et je lui avais juste demandé pourquoi elle voulait être présidente de la République. Et en fait, je trouvais que j'ai beaucoup interrogé le choix de Ségolène d'être candidate, et elle avait eu cette réponse que je trouvais très... qui m'interrogeait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit, voilà, j'ai envie que mes enfants vivent mieux, j'ai envie que les enfants de France vivent mieux, et je trouvais ça très attachant. C'est-à-dire qu'en fait, elle était beaucoup critiquée, elle a d'ailleurs été beaucoup caricaturée, et je trouvais que c'était un peu injuste, parce qu'en fait, je trouve qu'il y avait derrière les attaques qu'on entendait, il y avait quelqu'un qui avait dit une fois, qui va garder les enfants entre elle et Hollande, c'était, je ne dirais pas qui, il n'est plus au PS, mais honnêtement, je trouve qu'il y a, dans la politique, il y a de la violence, notamment il y a de la misogynie, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a de l'homophobie. Moi, je suis homosexuel, j'ai jamais autant senti de violence que dans le Parti Socialiste par rapport à ça. Ça a toujours été facilement accepté dans mes environnements pro, mes environnements familiaux. Au PS, c'est pas que ça dérange, c'est qu'en fait, on n'est jamais traité totalement comme un autre camarade si on dit qu'on est une... Quand on est une femme, c'est pas qu'on le dit, c'est qu'on l'est, qu'on le voit, ou alors qu'on est une personne homosexuelle, une personne trans. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, à ce qu'on renvoie comme violence, parce que quelque part, si nous-mêmes on n'est pas exemplaires et bienveillants les uns vis-à-vis des autres, ça n'aide pas aussi à convaincre nos concitoyens de l'être. Donc il faut qu'on fasse cet effort-là d'aller vers les autres. Et c'est aussi peut-être une anecdote que je voudrais partager avec vous. Récemment, j'étais dans un déplacement au Cameroun, et il y a un jeune militant qui est venu me voir à la fin, parce que j'avais adressé un discours de bienvenue au nom de la fédération Léo Lagrange que je représentais. Et en fait, ce jeune homme est venu me voir à la fin de la cérémonie, il pleurait. Et en fait, il m'a remercié parce qu'il a entendu que dans mon discours, je disais que j'étais homosexuel et que c'était quelque chose qui était assez facile pour moi. Et lui, en fait, c'était terrible parce qu'en fait, il le vivait comme un danger permanent, comme un risque de mort. Et je veux toujours me mettre à la place de ces femmes et de ces hommes qui ne peuvent pas avoir la même possibilité que moi de le dire, et de me dire que moi, si je peux être pas forcément leur porte-parole, mais l'émetteur de ça, alors c'est mon rôle comme socialiste de le faire, quoi. Voilà. Oui, tu nous as parlé de Léo Lagrange, du coup, tu es militant à Léo Lagrange. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je suis administrateur de la fédération Léo Lagrange depuis 20 ans. Je suis administrateur de ce réseau de l'éducation populaire qui a été fondé par Pierre Mauroy, parce que je suis absolument convaincu que les socialistes ne peuvent pas être que des partisans. Je pense qu'on doit tous avoir les engagements, d'ailleurs c'est une obligation, ou ça l'était, une obligation dans les statuts, d'avoir un engagement associatif, syndical. Moi je suis profondément attaché à cette histoire-là, de l'éducation populaire, du lien des socialistes et de Pierre Mauroy, qui était d'abord un militant, un jeune socialiste, avant d'être un fondateur de la fédération Léo Lagrange et un dirigeant du Parti Socialiste, et le premier ministre de François Mitterrand, parce que je pense qu'en fait, quand on a donné ce nom-là en 1950, en créant la fédération Léo Lagrange, en donnant le nom de Léo Lagrange, qui était un des sous-secrétaires d'État de Léon Blum du Front Populaire, qui a créé notamment les congés payés, qui a été un des premiers penseurs des colonies de vacances, du départ en vacances. Je pense qu'on a aussi besoin
d'avoir quelques figures inspirantes dans notre parcours et aussi d'avoir plus que des personnes et des réseaux inspirants, mais des messages, des principes, des combats à relayer. Donc moi, j'essaie d'être dans cet héritage-là, dans cette continuité-là, de m'inspirer de ça. Je suis donc militant de l'éducation populaire et administrateur de la Fédération Léo Lagrange. Voilà. Et en lien avec ça, est-ce que tu auras un conseil de lecture à nous donner, aussi en lien avec ce dont tu nous as parlé avant ? De toute manière, si vous devez lire un livre, je pense... Alors, je vous conseillerais deux bouquins. J'avais pensé au premier et le deuxième, ça m'est venu en vous écoutant et en discutant avec vous. Le premier, donc, c'est La Vie Large de Paul Magnette. Je pense que je ne suis pas le premier à vous le dire. Et je le dis d'autant plus que Paul, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup retrouvé dans les réseaux du Parti Socialiste Européen ces dernières années comme une force d'inspiration, parce que vraiment le PS belge, c'est un parti qui est très ancré d'ailleurs dans la vie des Wallons, dans la vie de nos amis belges, et qui en plus est quelqu'un qui vraiment fait la jonction entre l'engagement partisan, l'engagement syndical, l'engagement associatif. Deuxième bouquin, je vous conseille, alors j'ai plus le nom exact parce que je l'ai lu avant l'été, vous me pardonnerez, c'est le dernier bouquin de Raphaël Glucksmann, qui parle d'ailleurs des influences étrangères. Je le dis parce qu'on a reparlé ce matin ensemble. Il est venu à Orléans le présenter au mois de juin. C'est remarquable parce que ça montre aussi la façon dont, au-delà du comportement de Poutine, de cette dictature froide. D'ailleurs, on a vu comment il s'est débarrassé indirectement ou directement de Prigojine. C'est ce que ça impacte dans le quotidien de nos concitoyens et des citoyens russes. Parce qu'en fait, ce qui est insupportable, c'est que l'influence russe sur les décisions politiques au Parlement européen, dans la vie politique, la façon dont cette semaine Sarkozy s'est vautré dans un espèce de discours relativisant la responsabilité du Kremlin, c'est insupportable. Et en fait, tout ça, c'est la démonstration que la droite, c'est toujours la droite française affairiste, qui mélange tout, surtout qui s'en fout plein les poches. Et je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient du fait que un mec comme Poutine, il n'a pas besoin de Marine Le Pen, il n'a pas besoin de la droite. En fait, ces gens-là sont liés les uns aux autres. Donc il faut qu'on le dise, et le bouquin de Raphaël, il a cette force-là. Vraiment, je vous le conseille, et ça permettra aussi de vous motiver, de vous mobiliser pour la campagne européenne qui viendra. Voilà. On va le retrouver, on va le mettre dans le chat. Et justement, tu parlais de Raphaël Glucksmann. Il s'est beaucoup engagé sur le sujet des Ouïghours en Chine. Et du coup, ça rentre dans ton portefeuille en tant que secrétaire national à l'international. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la position de la France par rapport à ce sujet ? Et qu'est-ce que nous, en tant que socialistes, on devrait faire et on pourrait faire ? Alors, on a fait déjà un acte très politique, très fort, en présentant la résolution en janvier 2022 avec Boris, avec Olivier et l'ensemble du groupe de nos députés socialistes, qu'on a fait voter à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on n'a pas été suivi par l'ensemble des composantes de la gauche et du Parlement, puisque j'ai souvenir que nos camarades députés LFI ne l'avaient pas voté. C'était abstenu. Oui. Néanmoins, cette résolution, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et elle reconnaît que les violences perpétrées par la République populaire de Chine sont des violences qui s'inscrivent dans une logique génocidaire. Donc de ce point de vue-là, le travail politique, on l'a engagé. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, on avait dans notre débat international au campus du PS une représentante de l'Institut européen ouïghour. Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, il faut poser des actes encore plus forts. Raphaël fait partie de ceux, d'ailleurs, ça permet de faire un lien avec ce que je disais sur un de nos députés européens, notre chef de file en 2019, c'est qu'en fait, Raphaël et les réseaux qui sensibilisent à la cause ouïghour montrent que nous, dans la manière dont on s'habille, dont on achète des vêtements, dont on ne cautionne pas la logique capitaliste, prédatrice, notamment des marques de textiles ou d'ailleurs des boîtes qui font du fric en faisant fabriquer des pompes la nuit par les gamins ouïghours dans les camps, je pense que c'est nous aussi, par des actes comme cela, par notre consommation, par notre comportement, qu'on sera exemplaire. Et je pense que la politique, c'est pas juste un bulletin qu'on glisse dans une enveloppe et dans une urne. C'est pas juste une campagne électorale, c'est pas juste une adhésion aux jeunes socialistes. C'est aussi d'être capable d'avoir des comportements qui évoluent. C'est pas forcément évident. Ça coûte cher de bien se saper, d'acheter des fringues de qualité. Ça coûte cher. Donc il faut aussi
améliorer la vie des gens et payer des salaires décents aux gens pour qu'ils puissent s'acheter des fringues de qualité qui soient fabriquées peut-être par les industries textiles qu'on rapatrie, qu'on relocalise en Europe. Il faut se poser ces questions-là et ça pose le débat du cadre dans lequel on intervient, c'est-à-dire à l'échelle globale. Ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une région ou d'un pays, ça doit se faire à l'échelle internationale. Mais par des petits gestes collectifs, exemplaires, voilà, on change la donne. Vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et aussi, est-ce que tu parlais donc de toute façon de travailler à une échelle internationale pour pouvoir changer la vie des personnes. Tu parlais d'un SMIC, d'un revenu minimum européen à 1500 euros par exemple, un salaire minimum européen. Ouais. Et à ce niveau-là, on avait aussi donc on a Aurore Laluc plutôt qui nous a parlé justement, qui nous a dit que il faudrait qu'à gauche, dans les pays déjà de l'Europe, on arrive à se coordonner mieux, un peu comme ce que fait en fait malheureusement l'extrême droite dans tous les pays en Europe et aussi des États-Unis vers l'Europe avec la forte influence de Steve Bannon et d'autres Trumpistes comme ça qui viennent financer les fascistes européens. Est-ce que en Europe, on peut justement réussir à mieux coordonner la gauche et les gauches dans les pays européens et à l'international, et par quoi ça passerait peut-être ? Que ce soit à l'Assemblée, l'intergroupe NUP, que ce soit au Parlement européen avec le caucus de gauche, les gauches européennes, que ce soit même au Sénat, même il n'y a pas de représentants des Insoumis, il y a ce travail, des logiques de regroupement, de pression que peuvent exercer nos parlementaires. Alors c'est des parlementaires dans les 3 assemblées d'opposition, mais ils jouent ce rôle déjà, ils ont cette pratique. Moi ce que je crois, c'est qu'on a une responsabilité, nous en tant que partisans, que ce soit dans les jeunesses ou au parti, pour aller chercher d'autres appuis, parmi les assos, parmi les syndicats, pour aller interpeller l'opinion. Concrètement, d'être capable de se dire, sur la perspective des européennes, il y a peut-être 2, 3, 4 combats à mener qu'il faut qu'on puisse mener ensemble. Concrètement, ça ne veut pas dire qu'il fasse qu'on fasse liste commune. Ça peut vouloir dire que demain, si on a un groupe parlementaire social-démocrate, écolo, insoumis, de la gauche, bref, qu'on soit capable d'aller porter ensemble des combats politiques face à la droite et l'extrême droite, alors on aura gagné, on aura fait avancer nos idées. Mais ça doit d'abord passer par le rapport de force électorale, ça passe par la mobilisation politique citoyenne, et je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a une perspective. Vous savez, on a beaucoup de votes en commun au Parlement européen. Je crois que c'est Nora Mebarek, l'une de nos chefs de délégation, nous avait dit, je crois que c'est 80-85% des votes au Parlement européen qui sont communs entre les 3 groupes insoumis, écolo et social-démocrate. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça. C'est quoi les 15-20% qui se font encore dissonance, divergence entre nous? Bon, voilà, moi je suis prêt à les assumer, je les connais, hein, c'est les questions de commerce international, c'est des questions de droits humains, notamment dans quel rapport on entretient un rapport critique avec la Chine, la Russie, tout ça. Et puis sur d'autres questions liées, par exemple, au rythme et au financement de la transition écologique. C'est à peu près sur ces 3 grands ensembles. Mais concrètement, il y a énormément de convergence entre nous. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler ça, et je pense que le meilleur moyen de peser, c'est pas seulement de mobiliser des votes de parlementaires, c'est d'aller chercher que ces votes soient relayés par l'opinion, d'aller convaincre nos concitoyens qu'il y a un travail qui est fait. Parce que moi je le fais en me déplaçant dans les fédérations depuis plusieurs années, et encore là rarement, et voilà que le déluge s'abat sur Blois. Franchement, peut-être que François Hollande est de retour dans la ville, mais en tout cas, non, je rigole parce que par ailleurs quand je suis arrivé jeudi, j'ai cru que j'arriverais jamais pour le débat avec lui parce qu'il y avait un orage terrible, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut qu'on aille chercher ça, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'il y a énormément de choses, de combats qui sont menés par nos parlementaires, de combats qui sont menés par les forces partisanes, jeunes ou moins jeunes, et d'aller chercher aussi l'assentiment, le soutien, voire l'engagement de nos concitoyens. Quand on explique tout ce qu'on fait, moi je le vois dans les déplacements que je fais, dans les visites que je organise, quand on a fait venir Raphaël à Orléans, franchement on a eu des échanges remarquables avec nos concitoyens. Donc voilà, je pense que c'est ça. La politique, c'est aussi aller chercher l'appui et la conscience de nos concitoyens, la connaissance de nos concitoyens. Voilà. Ça nous fait une belle conclusion pour notre entretien, optimiste en plus. Donc, ouais, il faut garder l'énergie. Donc, on y croit et on continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Très bien. On remercie Dylan déjà d'être venu parmi nous, d'avoir discuté une petite heure avec nous. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Cléo ?
J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que, de toute façon, avec le Parti socialiste, avec la gauche socialiste, on a de toute façon une tradition internationaliste depuis au moins la première internationale. Et c'était intéressant de lier justement ce sujet avec des sujets et des thèmes de solidarité et de travail entre les pays justement. Avec ça peut être l'exemple de toute façon avec la proposition d'un revenu, d'un salaire minimum européen. Mais c'est aussi des travaux qui ont été faits, c'était avec même récemment, à peu près récemment, une proposition qui a été avancée par Joe Biden avec donc un niveau d'imposition mondial, donc sur lequel Emmanuel Macron, comme d'habitude, n'a pas vraiment suivi parce que la fiscalité, c'est compliqué pour lui. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir qui est quand même intéressant et qui est toujours plutôt porté par la gauche, même si Biden, c'est pas le plus grand gauchiste qu'on connaisse non plus. On va pas vous mentir, il est encore avec nous, donc on peut pas dire de mal de son intervention. mais ce qui était intéressant, c'était qu'on lie avec l'actuel aussi, qu'on fasse le lien, notamment au moment où on a parlé de Raphaël Glucksmann, des Ouïghours, qu'on puisse aborder des sujets plus récents, mais aussi plus anciens, quand il nous a fait son œuvre d'art et qui nous a parlé du coup de Pinochet et d'Allende. C'était intéressant d'avoir ces deux points de vue-là, quelque chose de plus ancien mais quelque chose de plus récent, avec aussi quelque chose de tourné vers le futur et plutôt quelque chose d'optimiste. Donc avoir cette vision-là, c'est bien aussi parce que parfois au niveau international, on arrive et on nous dit « Oh non, ça va être la guerre dans 10 ans, ça va être une catastrophe, on va tous mourir ». Mais là, c'était plutôt quelque chose de positif, de bienveillant et de global. Donc non, très intéressant, moi j'ai trouvé. J'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir à nouveau sur la chaîne quand on aura de l'actualité. Je lui fais passer un message en même temps, hein, mais quand on a de l'actualité à l'international, ça sera intéressant de l'avoir sur notre chaîne pour des lives plus précis. Et puis c'est intéressant d'avoir, c'est plutôt encourageant aussi d'avoir les côtés positifs de l'international, surtout que là en ce moment on peut voir que dans plein d'endroits du monde même qui semblaient plutôt progressistes, qui semblaient plutôt avancés entre guillemets, peut y avoir justement des gros reculs des droits. C'est par exemple le cas aux États-Unis en ce moment où il y a une grosse attaque qui est faite de la part des républicains américains, des réactionnaires et des Trumpistes de toute façon, sur les droits des femmes, les droits des LGBT. C'était aussi récemment avec une dame qui était propriétaire d'un magasin de vêtements qui s'est fait tuer dans son magasin parce qu'elle affichait le drapeau justement LGBT à l'entrée de son magasin. Et ça, c'est des choses qui sont qui font peur parce que c'est plus Trump qui est président, mais c'est quand même la haine et ce projet de détricotage justement des droits qui sont acquis, ça c'est des choses qui continuent. Et Trump pour revenir au pouvoir en plus, c'est potentiellement en 2026. C'est inquiétant quand même. Ouais. Je sais pas si tu as vu la photo pendant que l'orage gronde. Ouais. Je sais pas si tu as vu sa photo sur Twitter qu'il a posté de lui, sa photo de prisonnier. Son mugshot, ouais. Voilà, c'est quand même assez inquiétant de voir ça. Quelqu'un qui partage ça déjà, chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais c'est déjà pas dingue. Et en plus, le nombre de retweets, de likes et de militants qu'il y a derrière qui sont là pour le soutenir. J'ai une amie qui revient des États-Unis et qui me racontait qu'elle est passée devant la Trump Tower et qu'il y avait des rassemblements tous les jours de militants de Donald Trump qui étaient au pied de la Trump Tower avec des drapeaux américains pour soutenir leur messie, entre guillemets. Oui. C'est des choses qui sont inquiétantes, sachant que lui-même, il devrait être en fait déjà condamné. Il devrait pouvoir être condamné avant de pouvoir réaccéder en fait à ces responsabilités-là et de continuer de faire plus de mal justement. En tout cas, on remercie Dylan, merci Cléo. Merci à toi. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Anna Pic, la députée de la Manche.